le sujet de la discussion de ce soir, c'est la période transitoire aux États-Unis entre un président sortant et un président élu. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'évoque cette réalité, qu'évoque le lame duck. Ce que je vous propose, on le fait très rapidement en trois parties. La première, c'est bien de définir le sujet, de quoi on parle, avec les implications juridiques, institutionnelles de la question. Deuxième point, un focus sur les précédents historiques. Nous en sommes au 40 et quelquième président des États-Unis, donc on a quand même un petit background, on a 2 siècles de background en termes de transmission du pouvoir. Et puis, bien évidemment, les enjeux des temps présents, ce qui se passe, parce que nous sommes effectivement en plein dedans. Alors, pour ce qui est de définir le sujet, faut savoir que l'organisation du pouvoir aux États-Unis est extraordinairement cadrée d'un point de vue institutionnel et que, à la grande différence de pays comme la France et à la différence de toutes les démocraties du monde, 80% des règles institutionnelles qui organisent ce à quoi nous assistons aujourd'hui remontent à plus de 2 siècles, à l'époque de George Washington. Je ne vais pas refaire l'exposé que j'ai eu l'occasion de faire précédemment au Rotary-le-Valois, mais par exemple, quand vous entendez parler de cette élection qui paraît si compliquée avec un collège de grands électeurs, etc., elle remonte à George Washington qui avait réuni 34 000 voix au scrutin populaire. Donc tout ceci s'explique par des règles très anciennes dans le temps qui sont pratiquement inchangées. Alors, le lame duck, ça veut dire quoi? Le lame duck, c'est le canard boiteux. Ça désigne, ce terme désigne le président sortant dont le mandat va arriver à échéance. Alors ça, c'est l'expression qui caractérise un protagoniste de cette situation. Mais bien évidemment, je vais vous parler de la situation dans sa globalité, qui est la situation de transition. Elle concerne bien évidemment le lame duck, le président sortant, qui achève, et ça c'est une certitude, son mandat en janvier. Alors certes, elle concerne le canard boiteux, mais également celui qui va arriver en fonction. Alors, on pourrait dire le sémillant jeune cygne, si on voulait faire un jeu de mots, mais ça concerne aussi tout ce qui se passe dans la ferme, c'est les États-Unis. Et puis il y a aussi ce qui se passe dans le village, qui est le village mondial. C'est-à-dire que quand le président il change aux États-Unis, ça concerne quand même un peu le monde. Imaginez bien l'intérêt, parce que cela concerne aussi, par définition, son pays. Alors, s'il y a une chose à retenir qui est très simple, c'est que finalement, ce à quoi on assiste, c'est exactement la même situation qu'en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, logiquement, quand on n'est pas en situation d'urgence, quand les choses se font bien, quand il y a un changement de titulaire au sein d'un poste, il y a un préavis. C'est-à-dire que celui qui part reste un petit moment et celui qui arrive se prépare à rentrer en fonction. Et c'est exactement ce à quoi on assiste aujourd'hui. Alors, cette période, en fait, s'insère dans un calendrier qui est formalisé par le droit, qui s'étend en gros du 1er mardi de novembre, c'est-à-dire du jour du vote populaire aux États-Unis, le jour, logiquement, on connaît le nom du prochain locataire de la Maison-Blanche, et le jour de son entrée en fonction, qui est toujours vers le 20 janvier. Donc, on a en gros 3 mois. Cette période, elle dure 3 mois. À titre de comparaison, savez-vous combien de temps elle dure en France? Le son est coupé. Alors, en France, là encore, elle est définie constitutionnellement, c'est moins de 20 jours. Il ne peut pas y avoir plus de 3 semaines entre un président sortant et l'entrée en fonction du nouveau. C'est-à-dire qu'en 20 jours, il faut tout faire. Il faut choisir le Premier ministre, les ministres, il faut tout faire. Là, aux États-Unis, ils ont 3 mois pour se préparer à assurer la transition. Et je vais même aller plus loin. 20 jours en France, c'est peu. Sachez qu'au Royaume-Uni, j'aime beaucoup parler dans les benchmarks internationaux du Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni, c'est comme l'Italie. C'est à parité en termes de population et de PIB par rapport à la France. Et le Royaume-Uni, la période de transition, elle dure 24, non pas jours, mais 24 heures. C'est-à-dire que le nouveau Premier ministre élu rentre en fonction dans les 24 heures après le vote. Donc, les États-Unis, voilà, s'organisent bien de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Il y a la poursuite et l'achèvement du processus électoral en cours. 2, il y a l'ancien président, le dit lame duck,
qui achève son mandat et boucle son administration. Et à 3, le nouveau président qui se prépare. Pour ce qui est de la poursuite et de l'achèvement du processus électoral, juste une petite mise en lumière. Vote donc le premier mardi de novembre, donc des citoyens américains qui en fait désignent les grands électeurs qui éliront le président des États-Unis. Alors, je n'ai pas suivi le détail du calendrier de ces derniers jours, mais là, c'est en ce moment que se réunit, ces semaines-là, c'est en décembre, que se réunit le collège de grands électeurs désigné par les Américains en novembre, qui va formellement élire Joe Biden. Excusez-moi. Donc ça, c'est la suite du processus, et le processus, il se finit par la prestation de serment, donc en l'occurrence de Joe Biden. Donc voilà, ce que je veux dire, le processus électoral n'est pas fini. Il a atteint son paroxysme, qui est le jour du vote populaire, mais le vote populaire n'est pas. Alors, c'est le paroxysme parce qu'on connaît le nom de qui exercera le pouvoir durant les 4 prochaines années, mais le processus n'est pas achevé. On ne peut pas inverser le cours de l'histoire, mais le processus n'est pas achevé. Pour ce qui est de l'ancien président qui boucle son administration et du nouveau qui prépare sa future administration, quelques remarques très rapides. Le nouveau président, il a de l'attitude. Les États-Unis sont un régime présidentiel, mais ce sont un régime présidentiel moins poussé que la France. Ça, il faut le savoir. Enfin, moins poussé que la France, de fait. La France est un régime parlementaire, mais qui devient présidentiel lorsqu'il y a concordance entre l'Assemblée nationale et l'Élysée. Mais en gros, retenez que le président des États-Unis est beaucoup plus puissant que le président français dans le monde, naturellement. Et ça, c'est du fait de la puissance des États-Unis et de l'État américain. Par contre, dans la réalité de ses pouvoirs, il a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Et justement, la réaction des autorités de santé pendant la crise du coronavirus l'a montré. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Alors, le nouveau prépare son administration, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'il faut savoir, il ne peut pas créer de ministère. Il y a, alors je peux me tromper sur le chiffre, c'est entre 12 et 15, je crois que c'est 14 exactement. Il y a 14 fonctions gouvernementales aux États-Unis. Vous ne pouvez pas en supprimer une, vous ne pouvez pas en créer une autre, sauf s'il y a une loi à cet effet. Donc Joe Biden, il ne peut pas créer un ministère du développement durable, ce n'est pas possible. Donc il choisit des titulaires pour chaque grand ministère, qui sont donc en nombre connu et limité. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que le président fait auditionner devant la Chambre des représentants chacun de ses ministres. Alors ça, c'est très différent de ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'en France, le président nomme un Premier ministre qui compose un gouvernement, et bien évidemment, le Premier ministre demande la confiance à l'Assemblée nationale et il demande une confiance collective sur l'ensemble de son gouvernement. Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est une confiance, c'est un quitus qui est donné à chaque ministre. C'est-à-dire que le Parlement aux États-Unis peut dire « Ouais, le ministre de l'économie, il me plaît. Le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères que propose Donald Trump, on n'en veut pas parce que, pour X raison, il y a un scandale, on n'est pas d'accord avec sa personnalité, etc. » Et si le Parlement infirme un choix du président, le président est obligé de proposer un autre ministre. Et donc, une fois qu'on a passé les 13 ou 14, le gouvernement américain, l'administration américaine est figée. Ça y est, pour les 4 prochaines années, sauf démission d'un ministre. Donc ça, c'est le gros travail de Joe Biden, c'est de choisir ses ministres et de les faire valider individuellement par le Congrès. Dernier point dans la préparation de ce que va faire... Alors si, ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est que le gouvernement, une fois que chaque personnalité a été validée, il ne peut être renversé par le Congrès. C'est la grande différence de système entre la France et les États-Unis. C'est-à-dire qu'une fois que le Congrès a validé chaque titulaire, le gouvernement ne bouge plus. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, ça c'est important, si vous avez un Congrès qui n'est pas de la même coloration politique que le président, il n'y a pas cohabitation.
Alors que nous, si on a une Assemblée nationale qui est du bord opposé au président, c'est l'Assemblée nationale qui impose son Premier ministre et son gouvernement. Donc ça change tout. Le Congrès peut ralentir le travail gouvernemental parce que le Congrès, à l'inverse de la France, est maître du budget, il n'est pas maître de la nature des choix politiques effectués par l'exécutif. Voilà, donc gros travail de Joe Biden. Et pour aller encore plus loin, ce qu'il faut savoir, c'est pour ça qu'on parle, vous entendez certainement souvent ça dans les médias, on ne parle pas du gouvernement Biden ou du gouvernement Trump ou du gouvernement Obama, on parle de l'administration Obama, l'administration Bush, on parle d'administration. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les 14 en ce moment qui sont en train d'être choisis, les 14 ministres, mais il y a les directeurs des administrations centrales, la CIA, la Fédérale Réserve, tout ça. Et l'administration, en fait, elle change avec le président parce qu'elle est politisée. Et ça, c'est là encore une grande différence avec la France. C'est un autre système, concrètement, alors qui est critiquable parce qu'on peut se dire, effectivement, il y a des orientations politiques, mais en même temps, le président, c'est pour ça que l'exécutif américain est relativement efficace, il n'y a jamais de problème, si vous voulez, de contestation de légitimité des ordres présidentiels par l'administration. Petite remarque importante, je repars non pas 4 ans en arrière, mais 5 ans en arrière. Vous savez que dans le processus électoral, avant l'élection générale, il y a des primaires. Les primaires servent aussi à préparer ça, c'est-à-dire que l'administration, elle va voir les différents candidats et donc elle commence à se préparer. Donc il y a tout un processus pendant les primaires qui va accoucher de l'administration future. Et il y a 5 ans, il y a eu un vrai problème, c'est qu'au Parti républicain, qui avait quand même plutôt une belle probabilité de gagner l'élection, vu que ça faisait 2 mandats qu'on avait Obama démocrate, Trump était l'outsider, était l'homme venu de l'extérieur. Il faut pas oublier que Donald Trump est un démocrate à la base. Il n'est pas adhérent du Parti républicain. Et donc, les hiérarques du Parti républicain ont dit ce mec ne gagnera jamais, il a gagné les primaires. Et en fait, Donald Trump n'a pas pu bien préparer son administration et donc se préparer au pouvoir aussi de ce fait. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est pour le président qui entre. Quant au président qui sort, alors, vous allez me dire, il boucle les dossiers. Pas tout à fait. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que là encore, grande différence par rapport à l'Europe. Si vous voulez, en Europe, quand vous avez un gouvernement renversé, on connaît le cas dans les pays avec un régime parlementaire et une absence de stabilité de l'exécutif, comme en France ou en Angleterre. Je pense au cas de la Belgique, de l'Espagne et de l'Italie. Il y a des moments où le gouvernement il est renversé par le Parlement et personne ne s'est mis d'accord sur le nom d'un nouveau Premier ministre. En Belgique, ça a duré 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, il n'y a plus de gouvernement. Alors, bien évidemment, le titulaire sortant, qui a été mis en minorité, il reste au pouvoir, mais on dit qu'il expédie les affaires courantes. C'est-à-dire qu'en gros, il fait face aux situations d'urgence, il fait face à la gestion du pouvoir exécutif au jour le jour, mais il n'a pas pouvoir pour mettre en place une réforme, pour accomplir quelque chose de structurant dans la vie de son pays. Il n'a plus la légitimité pour. Ça, c'est ce qui se passe dans les pays européens de nature parlementaire. Là, ce n'est pas du tout le cas. Ça, il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que le président, aujourd'hui, ce n'est pas Joe Biden. En fait, on est dans une situation où on est sûr que Joe Biden sera président vers le 25 janvier. Mais le président, le seul unique aujourd'hui, c'est Donald Trump et personne d'autre. Il faut savoir qu'il n'y a aucune règle institutionnelle qui oblige aujourd'hui Donald Trump à aller consulter Joe Biden sur n'importe quel acte de décision stratégique ou opérationnelle. Joe Biden, à ce jour, n'a pas de pouvoir. Alors, ce qui pose bien évidemment un problème, parce que quand ça se passe bien, qu'on est sur une alternance, on va dire soft, les acteurs s'entendent entre eux. Quand il y a des accords, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et alors, quand on est dans une situation de crise au niveau interne du pays, voire de crise mondiale, vous imaginez que tout ceci peut poser un problème. Dernière remarque que je voulais faire là-dessus, qui me paraît important en tant que gestionnaire, on est aux États-Unis, donc il faut savoir que tout le monde est payé là. C'est-à-dire que il y a eu un problème d'ailleurs dans la non-coopération de Donald Trump, mais les ministres, les directeurs d'administration sortants
sont payés par l'État, par l'impôt pour exercer leur pouvoir, les collaborateurs de Joe Biden sont aussi financièrement pris en charge par le budget américain et ils font partie d'une équipe de transition qui a effectivement une valeur et une reconnaissance juridique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour vous expliquer un peu cette situation. Alors maintenant, sur les enseignements historiques par rapport à aujourd'hui, je vais être très simple, soit il y a une coopération entre les deux ou pas, puis il y a un autre paramètre, c'est est-ce qu'il se passe quelque chose aux États-Unis ou dans le monde. Il y a eu des transmissions de pouvoir où c'était calme, hein, temps calme. Puis il y a des transmissions en temps de tempête. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la période et de son étude. Pour la petite remarque, alors, ce que je veux simplement vous dire, il y a quand même des hasards dans l'histoire. Hormis le cas d'Abraham Lincoln en 1860, cas gravissime, parce que c'est l'éclatement du pays, c'est la sécession qui s'est passée pendant cette période-là. Hormis ce cas, il n'y a jamais eu d'hyper-événements qui sont intervenus pile poil au moment de la période transitoire. Alors, il y en a eu juste avant, juste après, mais aucun qui soit survenu pendant, en tout cas quand on changeait de président. C'est arrivé 2 fois, mais où le sortant avait été reconduit. C'était le cas pour Dwight Eisenhower en 1956, parce que vous avez dû apprendre ça dans vos études d'histoire. Il y a eu un petit truc qui s'appelait la crise du canal de Suez. Et le coup de... C'est pas le coup de Prague, justement, c'est la révolution de Budapest en 56. Tout ceci est arrivé au mois de novembre 56, c'est-à-dire que Eisenhower réélu, le lendemain de l'élection, a dû traiter ça. C'est pas neutre, parce que dans le monde, il y a des gens qui font sur le pari de prendre une décision unilatérale qui s'impose aux autres au moment où l'Amérique peut potentiellement changer de président. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez, Chypre, la crise à Chypre, on en parle énormément encore aujourd'hui. Chypre, la crise est liée à une partition de l'île suite à une invasion turque. La Turquie a envahi Chypre le lendemain de la démission de Richard Nixon. Parce qu'ils avaient bien compris qu'un vice-président qui rentre en fonction n'a pas le temps de donner l'ordre à l'armée de réagir. Et voilà. Donc il y a des gens quand même dans le monde, notamment des bad guys, comme diraient les Américains, qui font ce pari. Et ça, je pense qu'il faut le savoir et l'avoir en tête. Dernière remarque institutionnelle, vous voyez que tout ceci est extraordinairement bien cadré, organisé pour une transmission dans le calendrier institutionnel. Sachez une chose, c'est totalement désorganisé, imprévu, avec des vides juridiques, politiques, institutionnels pour l'entrée en fonction d'un vice-président qui devient président. Il n'y a rien qui est prévu. Sachez que le vice-président aux États-Unis n'est pas associé au secret défense. Le président n'a pas l'obligation de le faire participer à l'équivalent du Conseil des ministres. Pour la petite histoire, Franklin Roosevelt est décédé le 15 avril 1945, soit 15 jours avant le suicide d'Adolf Hitler et 3 semaines avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Le 15 avril au matin, Truman a reçu un coup de fil de la secrétaire de Roosevelt disant « Vous devez venir au bureau ovale ». Truman était persuadé qu'il avait une discussion à avoir avec le président Roosevelt. Et on lui a dit, arrivé, il y avait tout le gouvernement, on lui a dit, le président est mort, il faut que vous prêtiez serment. Et le gars a prêté serment, ils ont fait un petit conseil des ministres très rapide, et juste après, il y a le ministre de l'armée, ça c'est pour Dominique, qui est venu voir, qui dit, Monsieur le Président, il faut que je vous parle d'un truc qui est en préparation, qui est top secret, s'appelle la bombe atomique. Et il ne savait pas ce qu'était une bombe atomique. Enfin, il se doutait qu'on réfléchissait là-dessus, mais il ne savait pas qu'on était à la veille de son opérationnalité. Et Truman est quand même l'homme qui a dû prendre la décision. Il n'était vice-président que depuis 6 mois. C'est l'homme qui a pris la décision d'appuyer sur le bouton, avec toutes les conséquences qu'il y a eu. Et ces conséquences, aujourd'hui, guident la doctrine, l'équilibre MAD, l'équilibre de la terreur dans le monde, qui font que les armes nucléaires de grande portée nous protègent.
Donc tout ça pour vous dire, voilà, c'est très codé pour ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Ça l'est beaucoup moins pour un vice-président qui rentrerait en fonction suite à une démission ou à un décès du président. Question qui naturellement peut se poser lorsqu'on a un président élu de plus de 70 ans. La question se pose aujourd'hui avec Joe Biden, elle s'est posée aussi avec Donald Trump, elle s'est posée aussi potentiellement en 2008 si John McCain avait été élu face à Barack Obama, vu que John McCain était également un septuagénaire. Voilà. Alors écoutez, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire les enseignements historiques, j'avais promis d'être court. Je vous résume simplement les cas de figure. Il y a un cas de figure où le président élu succède à un président sortant issu du même parti. Ce cas est arrivé une fois en un siècle. C'est entre Ronald Reagan et George Bush, père en 1988. Il y a un cas où le président élu succède à un président sortant issu du parti adverse sans qu'il y ait eu affrontement entre les deux personnalités à l'élection de novembre, ce que j'appelle une alternance soft. Cas de George Bush fils qui succède à Bill Clinton, cas de Nixon qui succède à Johnson, cas de Kennedy qui succède à Eisenhower. C'est-à-dire qu'il y a alternance, mais le président sortant, il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Donc les deux hommes ne se sont pas affrontés. Et puis, il y a le cas du président élu qui succède à un président sortant issu du parti adverse, mais qui a été battu à l'élection. C'est-à-dire se succèdent l'un à l'autre des hommes qui se sont affrontés électoralement, ce qui est précisément le cas aujourd'hui, qui n'est pas le cas le plus fréquent. Le plus fréquent, c'est les alternances soft. Il y en a eu 6 fois en un siècle, donc ça veut dire 6 sur 25. Le cas que nous vivons aujourd'hui, on l'a connu en 1932 par la passation de pouvoir entre Herbert Hoover et Roosevelt, en 1976 entre Ford et Carter, en 1980 entre Carter et Reagan, et en 1992 entre Bush senior et Bill Clinton. Et voilà, donc vous voyez quand même que c'est des cas très très limités. On n'en est qu'au 5e. Alors, si on fait une analogie pour comprendre les temps présents, de la période actuelle par rapport à ce passé, je dirais on peut comparer la situation qu'on vit aujourd'hui à 3 précédents historiques. Celui de 1932, alors, toute proportion gardée, pour la situation de crise et d'urgence qui traverse le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, enfin, pas aujourd'hui, depuis 8 mois, les États-Unis affrontent la crise sanitaire du coronavirus qui a fait quand même 2 fois plus de morts que d'Américains tombés au front pendant la Première Guerre mondiale, en sachant que la population des États-Unis était 3 fois moindre. Donc, ce n'est pas rien, si vous voulez, c'est quand même encore loin d'être fini. Donc, je veux dire, on est dans une situation, tout ceci se passe dans une situation grave, qu'on peut comparer effectivement à 1932, la Grande Dépression, toute proportion gardée, parce qu'en 1932, il y avait quand même des gens qui mouraient de faim dans la rue. Mais on peut voilà, il y a quand même une analogie, c'est-à-dire que si on se penche sur 1932, on peut déceler des choses qui nous expliqueront aujourd'hui. La situation présente, elle est également présente, comparable à 1932, 1968 et 1980 pour la polarisation de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'on a encore des plaies électorales à penser aux États-Unis. Alors, en 1932, Herbert Hoover, président républicain qui a subi la grande crise, battu et humilié. Alors qu'aujourd'hui, on sait historiquement, il n'a pas pris les bonnes décisions. Alors, il a pris plutôt les bonnes décisions, mais avec un an de retard. Et ça, il en a extraordinairement souffert. Et Roosevelt n'a pas voulu collaborer avec lui. Pour la petite histoire, la période de transition durait 6 mois, et c'est depuis qu'on l'a limité à 3 mois. Comparaison avec 68, parce que 68, il y avait le Vietnam, c'est quand même pas... L'opinion était très tendue. On t'entend plus, Stéphane. Stéphane, ton micro.
Allume ton micro, Stéphane. Il est éteint. Stéphane, ton micro est éteint. Vraiment, tu dois voir tout le monde. Juste le réactiver sur la droite, ton micro. Edouard, dis-lui que son micro est éteint. Ouais, mais il l'entend. Là, vous m'entendez mieux. Ouais, bon. c'est bon. Là, c'est mieux. C'est désactivé, Voilà. je ne sais pas pourquoi. Oui, en 1980, Jimmy Carter n'avait obtenu que président sortant, n'avait obtenu que trois États sur 50. Et il y avait aussi un autre problème, c'est qu'on était en pleine crise des otages en Iran. Mais je dirais aussi que nous sommes, comme en 1976, la transition entre Carter et Ford, entre Ford et Carter, Ford qui avait été battu, mais qui avait été battu finalement d'assez peu, et Donald Trump a été battu de peu. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas comment dire, il y a une désapprobation de Trump par une majorité relativement nette de l'opinion, mais en gros, Trump, il fait quand même 47-48, donc ce n'est pas l'effondrement comme Carter, donc ce qui veut dire que son électorat n'est pas mort, et que donc, si vous voulez, ça se fait quand même côté Biden un peu soft, dans la manière dont les choses se passent. Donc voilà, c'est là où on peut comparer. Voici quels sont les cas de figure en fait, que l'histoire nous autorise à comparer au temps présent. Et je conclurai en disant que on va assister indéniablement à une présidence de transition, quelle que soit la qualité de la présidence de Joe Biden. Peut-être qu'il sera un bon président, peut-être un mauvais, mais en tout cas, on est sûr que ça sera un président de transition pour la simple et bonne raison, c'est que son successeur ne sera plus un baby boomers. Il faut avoir quand même conscience que depuis 1992, hormis le cas de Barack Obama, tous les présidents américains sont de la même génération. Et en 92, avait été justement une alternance assez générationnelle en fait, entre Bush père, qui était de la Great Generation, les Américains nés dans les années 20, là, avec un baby boomers, Bill Clinton, c'est ce à quoi nous assisterons la prochaine fois. Donc, par définition, ce sera un président de transition, qu'il réussisse ou pas d'ailleurs, ce qui nous invite à porter notre regard sur la vice-présidente Kamala Harris, qui effectivement est une figure montante, en sachant que, côté républicain, il y a également une femme encore plus jeune, elle a 10 ans de moins, Nikki Haley, ex-gouverneure de Caroline du Sud et ex-ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, qui est née en 1972. Donc, nous pourrions avoir en 2024 un duel rajeuni et 100% féminin, ce qui serait un signe du changement par rapport à toute la situation un peu traditionnelle auquel nous avons assisté. Excusez-moi, j'ai été bien trop long, les amis. Bravo, Stéphane. Stéphane, je peux poser une Vous pouvez question? réactiver vos micros. Hein. Faut réactiver Est-ce vos que je micros peux poser une parler, question, Stéphane? Bien sûr, je suis là pour. Alors, d'abord, tu aurais dû avoir en arrière-plan celui de Dominique, là, qui est dans le bureau ovale, je le félicite. Ah, voilà, tu diras bonjour à Trump de notre part. Hein, voilà. Et alors, dis-moi, si, parce que Trump, il est un peu imprévisible, ce garçon. Est-ce que si jamais il décidait de, je ne sais pas moi, d'appuyer sur le bouton nucléaire la veille de son départ, est-ce qu'il pourrait le faire ou pas? Non, ma puce, j'écoute. Très bonne question. Juridiquement, institutionnellement, il en a totalement le droit. C'est là où on retourne à la grande question de philosophie du pouvoir posée par Sophocle d'Antigone. C'est l'opposition entre le droit positif et le droit naturel. C'est-à-dire que l'intégralité du droit positif des règles institutionnelles dirait que Trump peut faire ce qu'il veut. Il y aurait effectivement une levée de bouclier dans le pays qui irait à l'encontre si Joe Biden disait qu'il ne soutenait pas cette option et se poserait la question, bien évidemment, de l'obéissance de l'administration. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que, par définition, encore, j'essaie d'avoir des amis assez factuels, Donald Trump est un homme imprévisible. L'autre problème qu'il peut y avoir, pour aller dans ton sens, qui est un vrai sujet de discussion, il y a eu le cas, notamment à la fin de Bill Clinton, c'était un sujet de tension avec George Bush Jr.,
c'est que le président a le droit de grâce jusqu'à la dernière heure. Mais vraiment jusqu'à qu'il serre la main de l'entrant. Donc, bien évidemment, il y a les grâces de tous les copains et les coquins. Trump a envisagé l'idée de se gracier lui-même. Ouais, ça. Parce qu'il a ça de procédure contre lui. Alors, il n'a pas le viol, mais il a attouchement sexuel, fraude fiscale, etc. Donald Trump est un homme au regard comment dire, de l'habitude du droit aux États-Unis qui potentiellement peut être condamné à une peine de prison. Pas pour son exercice du pouvoir. En même temps, s'il a violé, elles ont dû être enterrées quelque part. Hein. À mon avis. Bon appétit, Edouard. Merci. C'est juste des pistaches. Hein. Stéphane, est-ce que les Américains ont, j'imagine, songé à changer les règles du jeu? Ah, il y a Joe Biden. Le faire institutionnellement. Sur quel point, Dominique? Sur la période de transition, sur le mode de vote. Enfin, quand on voit aujourd'hui, il y a des États qui sont très peu peuplés, qui ont quasiment autant de représentants que d'autres beaucoup plus peuplés. Enfin, est-ce que ça questionne un certain nombre de parlementaires ou de hauts représentants aux États-Unis? Ok, c'est pour ça que je t'ai demandé sur quel thème. Alors, sur la période de transition, plus à ce jour, parce qu'il n'y a jamais eu de problème gravissime, en fait, depuis 1932. Puis en 1932, il n'y a pas eu de grave problème. C'est simplement les deux présidents n'ont pas du tout coopéré ensemble. Et justement, il y a eu réforme. C'est-à-dire que Roosevelt, dans la batterie des éléments du New Deal, a mis limitation à 3 mois. Alors, pour ce qui est de la nature du mode de scrutin, il y a une prise de conscience dans une partie des élites, au sens large du terme, médiatique, politique, etc., des limites du scrutin à 2 étages, on va dire, d'élection du président des États-Unis. Mais il faut que ça vienne de chaque État, la réforme. Donc, ça serait un processus long si ça venait à être enclenché. Mais, comment dire, il y a une interrogation quand on constate un décalage entre le vote populaire et le résultat. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est arrivé 5 fois dans l'histoire des États-Unis. C'est arrivé 2 fois récemment. Alors, la réalité, c'est que Bush-Gore, en fait, l'écart de voix au niveau national était vraiment tendait vers la limite de l'égalité. Gore avait moins d'1 million de voix d'avance. Donc, c'est aussi un moyen de trancher. C'est-à-dire que nous, on aurait 0,10 points de différence entre 2 candidats en France. Il y aurait des contestations. Donc, les Américains voient aussi des intérêts de ce système. Là où il y a eu un véritable problème, effectivement, c'est sur l'élection de Donald Trump, parce que l'écart était bien au-delà. Je crois qu'il était à 2 ou 3 millions. Et en fait, Trump, c'est vraiment un cas de figure mathématique complètement dingue. Est-ce que... Ouais, attends, Christine, je veux juste amener là-dessus. Pour être bien précis, effectivement, quand on regarde le collège de bons électeurs, il y a une petite prime pour les petits États, il y a une petite distorsion. Mais attention, la règle, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Américains, ils votent pour un parlement éphémère qui élit le président. Et la règle, c'est chaque État a autant de délégués que de députés que de sénateurs. D'accord? Les sénateurs, il y en a 2 par État. Il y a 2 sénateurs en Californie, il y a 2 sénateurs en Arkansas, pour prendre le plus gros et le plus peuplé, moins peuplé. Donc ça ne bouge pas. Et c'est ça qui fait la distorsion. Par contre, le quota issu de la Chambre des représentants, là, bien évidemment, il y a comme en France, une proportionnalité. Et là, il faut savoir, ça fait partie un peu de la mauvaise information qu'on a en France. Le nombre de représentants par État est revu tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Et c'est une obligation institutionnelle. Et donc, ça détermine, bien évidemment, le collège de grands électeurs du président des États-Unis. Il faut savoir qu'en France, il n'y a aucune obligation de réviser les circonscriptions aux législatives. Alors, ça se fait tous les 20-25 ans avec une tambouille électorale où je vous en parle même pas. Voilà. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais c'était pour donner quelques précisions à notre ami Dominique. Christine, tu voulais poser une question? Oui, est-ce que pour l'avenir, on peut s'attendre à ce que Trump continue à se faire entendre, notamment par sa chaîne de télévision ou par
son électorat qui, comme tu le disais, n'est pas mort et continuera d'agir. J'en suis complètement convaincu. Le défi du Parti républicain aujourd'hui va être de se détacher de Donald Trump. Parce que déjà, c'est le cas, hein, comment dire, il y a un tiers des parlementaires, des gouverneurs républicains qui ne suivent pas Donald Trump depuis 2015. Il y a des gens très modérés au Parti républicain. Par contre, l'électorat ne suit pas. C'est-à-dire que l'électorat a confiance en la poigne d'un leadership que moi je considère à titre personnel être un fake leadership, mais ce n'est pas perçu comme ça par une grande part de la population. Si on essaie vraiment de comparer par rapport à la France, si vous voulez, c'est un peu comme si on était dans une situation à droite où LR, UMP, RTR, UDF étaient fusionnés avec le Front National. Vous auriez un grand parti de droite avec des extrémistes et des centristes, et que c'est la frange extrémiste qui aurait pris le pouvoir dans le parti. D'accord ? On serait dans cette situation-là, avec une élite qui essaye de mettre les modérés, mais aux élections, rien à faire, les électeurs votent Marine Le Pen ou Marion Maréchal. Voilà, on est dans cette situation-là, et effectivement, moi, je pense que Trump, tant qu'il ne sera pas en prison, tant qu'il ne sera pas empêché, il cherchera à ce que sa voix porte. Et il faut reconnaître, moi le premier, je ne m'attendais pas forcément à une humiliation. Je ne m'attendais pas à une humiliation électorale du type Carter en 80. On voyait bien que Donald Trump allait faire 40%. Et que dans les critiques qu'il avait d'une potentielle administration de Biden, il y avait des critiques fondées qui répondaient aux attentes d'un électorat averti. Voilà. Si vous voulez, quand vous dites à un gars de Floride qui vient de Cuba, on va augmenter les impôts, ils n'aiment pas. Donc, je ne m'attendais pas à un effondrement de Trump. Par contre, je m'attendais à une victoire beaucoup plus nette de Biden. Et on voit bien, là encore, la comparaison avec le Front National, à mon avis, est assez juste. Je parle en termes de résultats électoraux. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un décalage de au moins 5 points entre ce que les gens disent en répondant à un institut de sondage et ce qu'ils font dans les urnes. Mais Trump peut être empêché par une procédure judiciaire, qui le mettrait derrière les barreaux, etc. Quand ça tombe aux États-Unis, ça fait mal. Hein. Quand vous dites que vous faites de la prison, vous la faites réellement. Il peut être aussi entraîné par la ruine. La ruine. Ce qu'il sauve, c'est bien évidemment pour l'instant son argent. On peut s'attendre à un changement très profond. Il avait déjà été ruiné par un premier divorce, il est noir. J'ai pas le détail là, Jérôme. Là, il va y en avoir un deuxième. Oui, c'est possible. Alors, dis-moi, Stéphane, pour parler de choses sérieuses et moins sérieuses, j'ai entendu une fake news disant que Trump aurait fait croire qu'il avait eu le Covid pour montrer aux gens qu'en fait, c'était un mec très puissant et qu'il s'en était sorti et que ce n'était pas grave. Ils ont juste eu 250 000 morts. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça ? Il n'y a aucun élément pour déterminer si c'est une fake news ou si le président… Est-ce que c'est possible, connaissant le personnage, est-ce que c'est possible ? À mon avis personnel, connaissant le personnage, c'est entièrement possible. Ah oui. Vous voulez que je vous raconte la plus grosse fake news ? Enfin, non, la plus grosse supposée fake news qui était une real news. En plus, elle touche quelqu'un qui est plutôt admiré. C'est ancien. C'est Franklin Roosevelt. Obama ? Obama, il y en a pas mal, hein, on peut en dire. Mais Roosevelt, qui était un très grand président américain, mais qui était un homme pas très sympathique et qui était habile dans l'utilisation des médias. Roosevelt, vous avez le souvenir de le voir en fauteuil roulant à Yalta, c'est-à-dire 6 mois avant de mourir, même pas 2 mois avant de mourir, en 1944. Il faut savoir que Franklin Roosevelt était déjà en fauteuil roulant et ne marchait plus le jour de son élection en 1932. Mais donc, en permanence, on a fait des photos, on a filmé le président américain, enfin le candidat et le président debout. Donc, les Américains n'ont jamais su que leur président était physiquement invalide. Donc, je te sors cet exemple pour dire que, effectivement, regarde ça, ça ne me paraîtrait pas impossible.
Puis en plus, vu le personnage. Mais là encore, c'est toute la différence entre l'actualité et l'histoire. L'actualité, c'est l'histoire qui est en train de se construire. Mais on n'a pas le recul. Il y a le secret défense. Les gens ne sont pas déliés de leurs intérêts. Et 5 ans, 10 ans, 15 ans après, les langues se délient, le secret défense n'est plus là. Et là, on arrive, tout ça pour dire que l'histoire, ça sert à atteindre des vérités sur des faits et d'avoir des… Okay. Qui a assassiné Kennedy. Ouais, qui a assassiné Kennedy? Alors, je vous conseille. Une question. On saura toujours, Stéphane. on saura jamais. Isidro, oui. Stéphane, petite question. Quel parallélisme peut-on faire entre une administration américaine et une liste électorale? C'est-à-dire, est-ce que tu peux préciser ta question? Tu sais, quand tu parlais par rapport, tu as dit la différence. Dans un gouvernement, on parle aux États-Unis d'une administration. Ouais. Il y a les directeurs des différentes administrations, des différentes directions qui se préparent, qui s'anticipent. En Europe, en France en tout cas, nous avons cette logique de liste électorale, c'est-à-dire je me présente, mais je ne suis pas tout seul. J'ai un potentiel gouvernement derrière sur qui je peux m'appuyer. Est-ce qu'on peut faire des liens entre une administration américaine et une liste électorale? C'est que pour les municipales. Hein. Je dirais que quand les Américains votent, ils ne connaissent pas ils sont comme en France, ils ne connaissent pas les ministres potentiels. Par contre, au sein du parti, si le travail a été bien fait, c'est déjà prêt. L'exemple type d'une administration qui a été très très bien préparée, c'est-à-dire on savait qui serait secrétaire d'État, qui serait ministre de l'économie, c'est l'administration Bush-fils. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments de l'administration Bush-père qui ont été repris. Mais par exemple, pour Obama, c'était moins évident, parce qu'Obama n'a pas été certain de gagner les primaires jusqu'à tard. On pensait qu'Hillary Clinton gagnerait les primaires. Donc, si vous voulez, les élites administratives du Parti démocrate n'avaient pas encore fait le choix entre les deux compétiteurs. De ce point de vue-là, Biden a repris beaucoup d'administrateurs d'Obama. Ouais, je te dirais que j'ai été un peu absent de l'actualité ces 15 derniers jours, donc je te ferai confiance sur l'analyse parce que je n'ai pas toutes les données en tête. Il y a eu des infos là-dedans. J'ai vu sur le département d'État, sur les affaires étrangères, qui avait une continuité. J'ai vu que John Kerry aussi avait une fonction gouvernementale. L'environnement, donc je crois, un truc comme ça, l'énergie. Oui, enfin, il y a beaucoup qui ont participé au gouvernement d'Obama. Alors, moi, là où j'ai été étonné, mais je sais pas, il y a peut-être un fait d'actualité qui me contredit, hein, mais c'est que pour l'instant, à ma connaissance, Biden n'est pas repris un ministre de Trump. Ça vous paraît peut-être surréaliste. Il veut prendre Fauci. Si, il y en a eu un. Jérôme, il y en a eu un. Il veut utiliser Docteur Fauci. Enfin, le professeur Fauci qui n'est pas un ministre, mais… D'accord, pas un ministre. Mais par exemple, Obama avait fait ça en reprenant le ministre de la Défense de Bush Jr., Bob Gates, pour dire, voilà, sur les questions de défense, vu qu'en plus on est engagé en Afghanistan, en Irak, c'est bien qu'il y ait une continuité et mon administration ne défera pas forcément tout ce qu'a fait mon prédécesseur. C'est quelque chose qui est, je ne vais pas dire courant, mais qui n'est pas inhabituel aux États-Unis et qui peut avoir son intérêt. Surtout, je pense qu'un des challenges de Joe Biden est d'arriver à ce qu'on ait une population américaine moins polarisée et d'avoir une gestion centriste des affaires de la cité. Je pense que le but, ce n'est pas de faire le grand soir, puis ce n'est pas du tout d'ailleurs la nature du personnage. Un Joe Biden en France, il sera à droite de LR, hein. Il faut avoir conscience de ça. Est-ce que tu penses que Trump peut garder la main sur le Parti républicain et comment on peut expliquer qu'il les tienne, quoi, Est-ce que c'est parce qu'il y a le vide autour de lui ou… Alors,
Non, il n'y a pas de vide. La réponse à tes questions, oui, je pense que c'est possible. Est-ce que ce sera le cas? Je n'en sais rien, mais pour les raisons que je donnais avant. Et puis il y a aussi une réalité, c'est que, et qui est un peu vrai à travers le monde, quelle que soit la nature du clivage droite-gauche dans les pays, parce que ça varie beaucoup, hein, mais en gros, la culture politique à gauche, la culture managériale, la culture de gouvernance, elle est collective, et à droite, c'est la culture du chef. C'est-à-dire que le Parti démocrate, le Parti travailliste, le Parti socialiste, il a besoin d'un chef, mais quand il n'y en a pas, il cherche à se reconstruire. Et le parti ne meurt pas, enfin, sauf s'il y a 5% dans l'opinion. Hein. La droite de gouvernement, hein, je ne vous parle pas de l'extrême droite, hein, je parle de LR en France, le Parti conservateur en Grande-Bretagne, la CDU en Allemagne, que sais-je. Quand il n'y a pas de chef, le parti n'existe pas. Et notez que c'est clairement la situation aujourd'hui à LR en France. C'est-à-dire, depuis qu'il n'y a plus Sarko, on peut détester Sarko, hein, mais il n'y a pas de chef. Donc, il y a des gens bien ou pas bien qui arrivent. Il y a des gens comme Jacob, Wauquiez, il y a des gens qui sont vus comme valables, comme Pécresse, etc. Mais il n'y a pas de chef. Et on a la culture du chef à droite. Et de ce fait, s'il n'y a pas un jeune qui émerge, ou une contestation globale des choix, des pratiques de gouvernance de Trump, oui, je pense que Trump peut avoir beaucoup de pouvoir sur le parti. Et à rejouer éventuellement un rôle national. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'on fait une petite pause pour trinquer, pour remercier Stéphane et souligner une fois de plus, Stéphane, ta grande culture, ta mémoire extraordinaire. Je suis bluffée à chaque fois que je t'écoute. Je vais rougir, président. Je vais rougir. On a posé des questions. Alors, du coup, Christine, je trinque à ta santé, tu vois. Christine, à ta santé. Bravo, Stéphane. Bravo, Stéphane. Merci, Stéphane. Bravo, Stéphane. Merci.